Aujourd'hui, nous allons explorer une œuvre fascinante qui marque une transition stylistique majeure dans l'art grec ancien, les frontons du temple d'Égine. Ils sont datés de -490 à -480 avant notre ère et ils sont aujourd'hui exposés à la Glyptothèque de Munich. Si vous découvrez cette chaîne, je vous propose de porter un autre regard, de parler d'art, d'histoire et donc d'histoire de l'art. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez que j'aborde un style, une œuvre ou un artiste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le temple d'Égine, érigé sur l'île du même nom, est orné de deux frontons sculptés qui racontent une histoire aussi bien mythologique qu'artistique. Ce temple est l'un des trois temples du triangle sacré avec le Parthénon et le temple de Sounion. Il est dédié à la déesse Aphaïa, la déesse sacrée de l'île d'Égine. Et il est un exemple typique de l'architecture grecque dorique. Il a d'ailleurs longtemps été pris pour le temple de Zeus Panhellénios, puis pour le temple d'Athéna. Et d'ailleurs, on continue de parler de temple d'Athéna Aphaïa. Il est construit sur une colline offrant une vue imprenable sur la mer. Le temple présentait une colonnade majestueuse composée de 32 colonnes doriques qui entouraient la cella, c'est-à-dire le sanctuaire principal où était placée la statue de culte de la déesse. Ce temple est considéré comme un jalon important dans le développement de l'architecture grecque classique, préfigurant les temples plus célèbres comme le fameux Parthénon d'Athènes. Ce qui est particulièrement intéressant dans les sculptures, c'est la façon dont elles témoignent de l'évolution du style archaïque vers le style sévère. La construction de ce temple et donc de ses frontons coïncide parfaitement avec la transition vers la période classique. Les frontons représentent des scènes de bataille impliquant des héros de la guerre de Troie, mais avec des approches stylistiques bien distinctes qui montrent le développement artistique de l'époque. Je tiens à souligner que pour présenter ces frontons, j'utilise comme illustration des photos actuelles des statues, mais aussi des dessins réalisés à plusieurs périodes au 19e et au 20e siècle. On peut ainsi noter que certaines d'entre elles ne sont pas orientées et positionnées de la même manière. L'archéologue belge Charles Delvoye a permis de retracer le parcours des statues du temple, mais aussi les différentes recherches et restaurations menées qui ont permis de modifier leur positionnement à la Glyptothèque de Munich. Les statues, elles ont été découvertes en 1811 par une expédition anglaise menée par Charles Robert Cockerell et John Forster. Ce furent les premières statues à être déterrées en Grèce, et elles furent rapidement transportées à Malte pour éviter de tomber entre les mains des Français à l'occasion des guerres napoléoniennes. Le 30 janvier 1813, elles furent achetées pour le comte de Louis de Bavière. Et ce n'est qu'en 1815, après la bataille de Waterloo et donc la défaite de Napoléon, que les statues ont été transportées. Elles firent d'abord une escale à Rome pour être restaurées par le sculpteur danois Bertel Thorvaldsen. Comme l'était la tradition à l'époque, le sculpteur tenta de reconstituer les parties manquantes en faisant des ajouts modernes aux statues. Et c'est en 1830 qu'elles furent exposées pour la première fois dans le musée que Louis Ier de Bavière fit construire pour ses collections à Munich. Au début du XXe siècle, une nouvelle expédition sur l'île d'Égine permit de comprendre que les statues devaient être disposées autrement. Durant la Seconde Guerre mondiale, les statues ont été mises à l'abri et à la fin de la guerre, les archéologues allemands entreprirent de nouvelles restaurations pour retirer les ajouts modernes des sculptures. En 1964, une nouvelle expédition à Égine permit de mettre au jour de nouveaux fragments de sculptures permettant d'identifier là encore de nouvelles positions. Le fronton ouest reflète encore le style archaïque. Les figures sont dynamiques, mais leur posture reste rigide et les visages affichent le fameux sourire archaïque, une expression figée qui vise à donner vie aux statues. Ce sourire caractéristique de l'art archaïque confère aux guerriers une apparence presque sereine, malgré la violence de la scène représentée. Le fronton ouest est un exemple parfait des conventions artistiques de l'époque archaïque. Les sculpteurs cherchaient à représenter la vie et l'énergie, mais ils étaient encore limités par une certaine rigidité.
Les muscles des personnages sont bien définis, mais leur anatomie reste stylisée, loin du réalisme que l'on retrouvera dans le style sévère. Les scènes de bataille, elles sont représentées de manière symbolique, avec une importance particulière donnée aux postures et à la composition générale plutôt qu'au réalisme individuel. Le fronton Est, quant à lui, témoigne de l'évolution vers ce style sévère préfigurant, comme je le disais, la grande sculpture classique. Ici, les postures des personnages deviennent plus naturelles et souples, les mouvements sont plus fluides et les expressions perdent le sourire figé du style archaïque. Les guerriers blessés, notamment, sont représentés avec une grande précision anatomique, rendant leur souffrance presque palpable. Cette recherche de réalisme est un tournant majeur dans l'art grec et montre une volonté de capturer non seulement le corps, mais aussi l'émotion et la fragilité humaine. Cette représentation plus réaliste des expressions faciales et des postures montre une avancée significative dans la capacité des artistes à capturer la nature humaine. Le style sévère marque ainsi une étape de transition vers un art plus expressif qui dominera la période classique. La comparaison entre les deux frontons est essentielle pour comprendre l'évolution artistique de l'époque. Le fronton ouest, avec ses lignes rigides et ses expressions figées, représente l'héritage d'une tradition plus ancienne. Tandis que le fronton est incarne un changement vers plus de naturalisme et de fluidité. Cette évolution ne se limite pas aux postures des personnages, mais elle touche également la composition générale. Le fronton est montre une meilleure maîtrise de l'espace, avec des figures qui interagissent de manière plus réaliste. Un autre aspect intéressant est la manière dont les deux frontons traitent les guerriers blessés. Dans le fronton ouest, le guerrier blessé conserve un visage serein, presque détaché de la réalité de la scène. En revanche, dans le fronton est, le guerrier blessé est représenté avec une expression de douleur visible et son corps est en proie à la gravité, accentuant ainsi la réalité dramatique de la bataille. Cette différence montre une évolution vers une plus grande humanité, notamment dans la représentation des figures héroïques. Il est aussi intéressant de noter que les deux statues des guerriers blessés, des frontons Est et Ouest, en marbre, utilisent un matériau noble qui permet au sculpteur d'affiner les détails et de rendre les corps avec une étonnante fidélité. Le choix du marbre n'est pas anodin, il offre une surface lisse et lumineuse, idéale pour capter la lumière et donner vie aux sculptures. Grâce à ce matériau, les sculpteurs ont pu travailler avec une précision accrue, rendant les plis des vêtements, les muscles tendus et les expressions faciales avec un réalisme inédit pour l'époque. Les frontons du temple d'Égine sont bien plus que de simples ornements architecturaux. Ils racontent l'histoire d'une transformation artistique, d'une quête de réalisme et d'expression qui culminera dans l'âge d'or de la sculpture grecque. En observant les différences entre ces deux frontons, on voit non seulement une évolution technique, mais aussi une nouvelle façon de percevoir l'humain et ses émotions. Les frontons d'Égine nous offrent ainsi une fenêtre unique sur une période de transition où les artistes grecs commencent à s'émanciper des conventions archaïques pour explorer de nouvelles manières de représenter la réalité humaine. Cette quête de réalisme qui caractérisera toute la période classique est déjà visible dans le fronton Est, annonçant les chefs-d'œuvre à venir de la sculpture grecque. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant de prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt pour continuer de porter un autre regard.